Comment expliquez-vous cette image un peu tronquée que j'évoquais en préambule, de ce perruqué grand siècle, un moralisateur et tout, puisque vous présentez finalement un Racine, vous imaginez ce que cet homme a pu éprouver d'émotions, de drames, de frustration, et vous le présentez finalement comme l'un des plus grands chroniqueurs de la passion amoureuse. Oui, je nuancerai un peu votre avis sur lui. C'est-à-dire que vous en faites un moraliste. Alors certes, il était sûrement perruqué parce qu'il n'avait pas le choix et qu'à l'époque on était perruqué, mais moi je pense que l'image principale qu'on garde de lui, c'est celle d'un écrivain un peu courtisan plus que moraliste. Et son œuvre n'est jamais une œuvre moralisante, puisqu'il ne donne à voir que des personnages qui sont déchirés par des conflits horribles, terribles, qui les amènent à faire des choses terribles et qui les amènent à éprouver des sentiments chauffés à blanc, criminels, où ils s'entretuent et où ils aiment les personnes qu'ils ne devraient pas aimer, y compris de manière incestueuse. Donc je pense que dans l'œuvre, il n'y a rien de moralisant. Alors, l'auteur lui-même, tel qu'on peut le voir dans les manuels scolaires, c'est plutôt un auteur figé, un auteur de marbre, un auteur perruqué, comme vous le dites, académicien, courtisan, dont on sait qu'il a été proche de Louis XIV, qu'il a été rival de Corneille. Donc on peut le voir comme un ambitieux, et un ambitieux pas très sympathique, un peu froid, un peu distant, habillé de rhétorique. Voilà, j'imagine que c'est l'image la plus courante et la plus furtive et la plus rapide et peut-être la plus répandue qu'on peut avoir de Racine, si on en a une. Parce que quand on l'étudie, en tout cas moi, d'après mes souvenirs scolaires, on ne m'a jamais vraiment parlé de l'auteur, on m'a parlé un peu de ses œuvres, mais jamais vraiment de lui. Donc si jamais on avait une image de lui, elle serait peut-être comme ça, c'est-à-dire encore une fois peu sympathique, ambitieuse et classique. Bon, mais ça c'est l'image d'un marbre froid. Et vous êtes auteur et on sait, vous et moi, que quand on est auteur, on est tout sauf du marbre. Donc je ne pouvais pas imaginer, Racine ou un autre, qu'il ait été fait de marbre et non de chair. Donc moi, ce qui m'a intéressé, encore une fois, avec mon imagination, c'est d'aller chercher la chair et de la réveiller sous le marbre et de me dire qu'avant d'être dans un manuel scolaire, il a été un enfant, un adolescent, un adulte, un amant, un père, un ami, enfin tout ce que vous voulez. Il a pris toutes les places qu'on peut prendre dans une existence. Et que, évidemment, en prenant toutes ces places, on traverse des conflits, on a des sentiments, on a des frustrations, on a des déceptions, etc. Bon. Donc tout ça fait une chair, en fait. Et j'ai été donc chercher les faits qui m'intéressaient pour armer cette chair, pour essayer de l'explorer et d'en dessiner des contours. Mais ce que j'ai trouvé, en fait, et c'est sans doute l'intuition que j'avais, et c'est sans doute pour cette raison-là que j'aime tant Racine depuis si longtemps, c'est que ce n'était pas du tout un personnage monolithique, ce n'était pas un personnage fait d'un seul tenant, il était fait de beaucoup de tendances contradictoires. C'était un être écartelé qui avait grandi donc dans un univers qui était celui du jansénisme, de Port-Royal, un univers très austère, très religieux, très chrétien, très rigoriste, mais aussi très intellectuel. Et c'est dans cette abbaye de Port-Royal où il a vécu quelques années enfant qu'il a, selon moi et selon d'autres, je dirais, fait ses classes, et ses classes essentielles, où il a fréquenté les grands auteurs de l'Antiquité, où il a appris grec, latin, enfin tout ce qui s'apprenait autrefois. Et cet univers de référence qui a été son premier univers, qu'on peut dire son univers maternel, c'était en tout cas son univers familial, bien qu'il ait été orphelin, il a vécu dans une famille jansénisante. Et disons que c'était l'univers naturel de cet enfant-là. Et cet univers ne l'a jamais quitté. Alors, il en a eu assez, il lui a tourné le dos, il est allé vivre à Paris, il a bâti une carrière, il a fait courir une ambition, il a déployé sans doute énormément de ruses, de stratagèmes pour arriver là où il est arrivé, en trahissant, en égratignant, en faisant tout ce que l'ambition peut vous faire faire. Et il s'est tourné ensuite, évidemment, du côté du soleil, c'est-à-dire du côté du roi et de la cour et de Versailles. Et donc, Versailles et Port-Royal sont deux lieux qui sont en région parisienne tous les deux, dans le même département aujourd'hui, mais qui sont, bien qu'à 20 km l'un de l'autre, évidemment diamétralement opposés.
autant Port-Royal refuse l'appartenance au monde et déclare, je dirais, que la vie mondaine est une vie vaine, est une vie sans vérité, et donc pratique à la fois une foi très rigoriste et, je dirais, une culture et une culture au sens lecture, écriture, production culturelle, très intensive et très très exigeante. Et autant Versailles a promu une vie dans le monde, une vie fastueuse, une représentation permanente du pouvoir, de la puissance et des plaisirs. Et donc on ne pouvait pas trouver deux univers plus diamétralement opposés que ces deux-là. Et Racine a certainement et durablement tourné le dos à Port-Royal, tout en y étant profondément et viscéralement attaché. Donc il a vécu toute sa vie dans cet écartèlement. Et en fait, c'est ce qui m'a intéressé, moi, principalement. C'est cette division de l'être qui a été au cœur de l'existence de Racine et qui en a fait sans doute un être très, voilà, comme tous les êtres divisés et contredits intérieurement, un être sans doute traversé par beaucoup de souffrances, par beaucoup de culpabilité, puisqu'il est né chrétien, il a vécu une partie de sa vie en dehors des cadres de la religion, mais il y est retourné de manière très très intensive, en élevant ses 7 enfants dans un cadre très strict religieusement. Et pour finir, donc il est mort dans une grande piété. Donc ça veut dire que la religion ne l'a jamais quitté finalement. Et donc on ne peut pas imaginer que ce personnage-là ait fait tout ce qu'il a fait sans culpabilité, sans sentiment de trahison et donc sans douleur. Et donc voilà, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire que ce personnage était double, dès très tôt, enfin sans doute toujours déjà, et que cohabitaient en lui et l'influence de Port-Royal et l'admiration éperdue qu'il avait pour Louis XIV. Et donc c'est très difficile, j'imagine, pour lui de maintenir cette double appartenance, ce double attachement. Et il m'a semblé que peut-être c'était de cette souffrance-là qu'était née cette veine-là. C'est-à-dire que ce talent poétique qui est le sien, qui est énorme, qui est toujours aussi émouvant, cette capacité d'émotion, j'imagine qu'il ne l'a pas trouvé uniquement dans les livres, il l'a trouvé dans l'expérience. Et la question que posait Maxime tout à l'heure, à savoir, est-ce que pour vivre une grande passion, pour écrire sur une grande passion, il faut l'avoir vécue? Je pense que oui, il faut l'avoir vécue, mais on peut l'avoir vécue de mille et une manières, par l'amour, par la contradiction interne, par la culpabilité exacerbée que peut provoquer, je dirais, encore une fois, ce double attachement. Et donc j'imagine que chez Racine, il y avait cette source-là, cette source d'approvisionnement-là à l'œuvre, qui lui venait donc de cette contradiction inhérente et durable de ces deux pôles, de cette polarisation entre Port-Royal et Versailles. Cette contradiction dont je viens de vous parler, en fait, on la sent dans son parcours biographique, c'est-à-dire que si vous regardez un peu sa biographie, elle se divise en 3 séquences. Il y a la séquence de l'enfance, donc où là, il est complètement sous la tutelle de Port-Royal. Et ensuite, il y a la séquence parisienne et versaillaise, qui va être en fait cette séquence de théâtre, jusqu'en 1677. Pour vous rappeler juste quelques dates, il naît en 1639, il se met à écrire ses premières pièces en 1664, il arrête en 1677, c'est-à-dire qu'il n'écrit que pendant 13 ans, ce qui est très court, et il n'écrit que 10 pièces à ce moment-là, et pour vous donner une idée, Corneille en écrit 30 avant lui, et Molière aussi, donc lui, il n'écrit que 10 pièces, c'est très peu. Et en 1677, il lâche le théâtre durablement, il se met à devenir l'historiographe du roi, c'est-à-dire qu'il doit tenir la chronique officielle des hauts faits du roi, il se marie, il a 7 enfants, alors pas la même année, mais pendant plusieurs années, et il écrit 2 dernières pièces de commande que donc lui commande Madame de Maintenon à la fin de sa vie, et il meurt en 1699. Voilà. Donc on a une première séquence qui est la séquence absolue de la chrétienté à Port-Royal, la séquence de débauche et de théâtre qui est au milieu, et après, quand il lâche le théâtre, il revient à la chrétienté, à la piété, et les 2 dernières pièces qu'il écrit, qui sont des pièces qui sont encore du théâtre, donc, sont des pièces religieuses, Esther et Athalie. Donc on a la séquence de débauche est encadrée par 2 séquences de piété. Voilà. Donc on voit, ne serait-ce que par ce séquençage, la contradiction à l'œuvre pendant les 60 ans. Alors moi j'en ai fait un motif romanesque parce que ça m'intéressait beaucoup d'essayer de montrer comment ces 2 personnages qui ont tous les 2 marqué le siècle et qui sont nés à une seule année d'écart ont pu être des jumeaux au sens
non pas qu'ils aient grandi ensemble, mais comme si en fait il y avait une répartition tacite, en tout cas fantasmatique dans la tête de Racine, qui se dit très tôt, à lui les territoires, à lui le pouvoir politique, et à moi les œuvres et le pouvoir artistique. Voilà. Il y a comme une répartition qui est très vite dans la tête de Racine et qu'il veut mettre en œuvre. Il y aura le capitaine et le poète. Donc Racine le poète et Louis XIV le capitaine. Et dans cette répartition, à eux deux, ils couvrent tout le royaume. C'est-à-dire que s'il y en a un pour faire les batailles et gagner les territoires, et l'autre pour le dire, alors voilà, on remplit toute la mission et on a tous les pouvoirs. Et donc il y a ce fantasme-là de produire avec Louis XIV une cellule de pouvoir absolu dans la tête de Racine très jeune. Donc il y a dans mon roman un motif autour de la gémellité qui est très présent, oui, et que je déploie beaucoup, et qui évidemment va avec une admiration éperdue, va avec vous disiez un zèle, oui, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une passion absolue pour ce roi, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il fait, et une volonté de faire partie de la même cellule. Alors, je vous propose d'abandonner momentanément la Bérénice de Racine pour retourner à la vôtre, mais simplement pour finir sur Racine, je ne vais pas vous poser la question est-ce que vous pensez qu'il faut lire et relire Racine? Évidemment, oui. Quel conseil? Est-ce qu'il faut le lire différemment? Alors moi j'ai envie de dire que pour moi l'œuvre la plus simple c'est Bérénice. Alors je l'ai mise au centre de ce roman, sans doute pour le thème qu'elle développe. En deux mots, Titus va devenir empereur de Rome, son père Vespasien vient de mourir, et jusque-là pendant 5 ans il a été l'amant, je dirais officiellement, de Bérénice, qui est la reine de Palestine. Et au moment de la mort de Vespasien, donc de son père, il doit prendre le relais, il doit devenir empereur de Rome à son tour. Et à ce moment-là, il rompt avec Bérénice, qui n'est pas romaine, qui est une reine. Et au sein de l'Empire, une reine est incompatible, et en plus elle est étrangère. Et Rome est tout à fait opposée à cette union. Donc il quitte Bérénice après lui avoir promis une union. Donc la pièce qui se déroule en 5 actes ne raconte que cette rupture. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune action secondaire, ce qui est très rare dans une tragédie, ce qu'on a beaucoup reproché à Racine. Et Racine assume, avec beaucoup de modernité, et il ne fait que raconter la façon dont Titus va annoncer à Bérénice qu'il la quitte. Et annonce évidemment à laquelle elle ne s'attend pas, qu'elle n'entend pas tout de suite, qu'elle met du temps à entendre et qu'elle finit par entendre et par accepter avec beaucoup de magnanimité. Donc, moi je dirais que cette pièce est une espèce de matrice absolue au chagrin d'amour, et il me semble que le chagrin d'amour est une façon d'entrer chez Racine avec beaucoup plus de simplicité que par exemple le pouvoir ou la rivalité. Voilà, le chagrin d'amour, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne l'ait pas traversé. Et Bérénice le met en scène d'une façon très dépouillée, elle le met en majeur, et elle ne raconte que ça. Et il y a dans cette pièce à la fois des alexandrins un peu pompeux, un peu conventionnels, comme on en trouve aussi chez Racine, et de temps en temps des alexandrins absolument sublimes, qui fusent, qui interrompt le cours de la rhétorique et qui vous transporte ailleurs et qui crée le poème à l'intérieur de la pièce. Donc moi je dirais comme conseil de commencer par Bérénice, qui en plus est écrite en 1670, c'est-à-dire au milieu de la séquence d'écriture de Racine, et c'est peut-être un signe de, je sais pas, d'apothéose, d'apogée, de son talent à ce moment-là qui est au plus haut, en tout cas pour moi. Et l'autre façon sans doute d'entrer dans Racine de manière non scolaire, avec plus de facilité, c'est de dire les vers, c'est de se les approprier, de se les mettre en bouche, de faire comme la narratrice au début du roman, c'est-à-dire de les mâcher vraiment, avec la maladresse qu'on peut avoir quand on n'est pas habitué, quand on ne sait pas faire une diérèse, quand on ne sait pas faire une synérèse, c'est-à-dire respecter le calcul absolu des 12 syllabes que demande un alexandrin. Et si vous ratez une syllabe, si vous glissez, si vous élidez quelque chose, alors vous n'avez pas l'alexandrin. Donc ça vous oblige à une certaine rigueur et de lecture et de diction. Mais c'est un exercice très intéressant, et pour la culture qu'il vous donne et pour l'émotion qu'il vous crée. Donc c'est vraiment à double entrée. Et je dirais que, et pour
public adulte et pour un public jeune, et d'autant plus pour un public jeune, c'est peut-être une façon plus simple d'entrer dans Racine parce qu'elle est très sensuelle, elle est très sensorielle, elle met en cause la mémoire, si on les apprend par cœur, mais si on ne les apprend pas et on ne fait que les lire, elle met en jeu tout le corps, toute la voix, la vue, la modulation de la voix, et c'est très intéressant pour un enfant de travailler avec tout ça, un texte littéraire. Donc, je n'ai pas tellement d'autres conseils. Chercher à donner une réplique à la Bérénice de Racine aujourd'hui. C'est-à-dire que à la fin de Bérénice de Racine, la rupture est effective entre Titus et Bérénice. Bérénice dit « Ok, j'ai compris, je m'en vais ». Elle ne dit rien d'autre, elle ne dit pas « Je vais me tuer », elle ne dit pas « Je vais te tuer ». Ce que normalement on dit dans une tragédie, elle dit « Je m'en vais ». Et elle laisse les deux éplorés, et Titus et Antiochus, dans leurs larmes, un peu veulent, et elle s'en va avec beaucoup de dignité, beaucoup de grandeur. Et moi, en fait, j'ai envie de la prendre après. C'est-à-dire qu'une fois la rupture consommée, j'ai voulu produire une réplique moderne, une réplique contemporaine à cette histoire, en trouvant une Bérénice après la rupture. Parce que toute grande et digne qu'elle est dans la pièce de Racine, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle ne s'effondre pas à la seconde où elle va avoir quitté les deux bons hommes. Donc elle s'effondre, elle commence par s'effondrer dans mon roman. Et suite à cet effondrement, elle entre en contact avec Racine. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai à la fois voulu éviter le piège de la biographie pure, mais j'ai aussi voulu donner une justification à cet élan vers Racine. C'est-à-dire que cet élan ne vient pas de nulle part, il vient d'une expérience, il vient d'une chose d'aujourd'hui, il vient d'une pratique actuelle. Et donc, pour moi, cette narratrice éplorée, c'était aussi ma façon de donner une rampe d'accès contemporaine, actuelle, à l'histoire qui se joue au XVIIe, avec cet auteur du XVIIe. Donc, j'avais un double enjeu, en fait. À la fois donner une rampe d'accès à la biographie et produire, aujourd'hui, je dirais le 6e acte de Bérénice. Voilà. Il n'en compte que 5 dans la tragédie de Racine. Et moi, j'ai écrit le 6e. C'est-à-dire, une fois Titus parti, que devient-elle? Comment navigue-t-elle dans le chagrin? Je dirais que mon pacte de lecture, ce n'est même pas de dire est-ce que Racine va la consoler. C'est simple, c'est moins ambitieux que ça, en fait. C'est plus modeste. C'est comment ce type-là a su écrire sur ces chagrins-là. Voilà. Donc j'ai bâti au-dessus de l'histoire qui se joue au XVIIe, 3 arches, je dirais, qui sont donc des arches actuelles avec des personnages d'aujourd'hui, mais qui, vous l'avez remarqué certainement, sont très stylisés. C'est-à-dire que certes, elle envoie des textos, certes, elle a une voiture, certes, elle vit dans le monde d'aujourd'hui, mais à la limite, elle pourrait vivre dans un autre temps. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forme d'atemporalité, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu déployer une véritable histoire d'amour d'aujourd'hui avec des vraies situations, avec des vrais rebondissements, avec des vrais lieux, avec des vrais décors. J'ai stylisé à l'extrême, j'ai mis très peu de choses, j'ai mis le minimum, comme dans une tragédie classique. J'ai mis une femme, donc Bérénice, j'ai mis Titus, son amant, et j'ai mis une rivale qui, autrefois chez Racine, était Rome, et qui chez moi est une femme légitime, et elle s'appelle Roma. Voilà, donc j'ai un peu transposé en faisant un vaudeville aussi stylisé que possible. Et j'ai voulu donner donc cette réplique assez parcimonieuse à la pièce de Racine, assez peu développée, je dirais assez dense, mais quand même présente, avec une modulation comme ça, en 3 temps, au-dessus de la vie de Racine et au-dessus de l'enquête imaginaire sur la vie de Racine. Donc, je sais pas, oui, il y a une forme d'atemporalité que j'ai voulu obtenir de cette façon-là. On m'a souvent posé la question sur pourquoi ne pas avoir justement développé davantage l'histoire de la Bérénice 2015. Et en fait, ça n'a jamais été mon but. Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire-là de manière développée parce qu'elle est super banale. Elle est super banale et qu'il m'aurait fallu passer par des situations dans lesquelles je n'avais pas du tout envie d'aller. Je voulais vraiment rester au seuil des choses. Il la quitte. Comment se débrouille-t-elle? Un rebondissement, donc on l'appelle, il va mourir, va-t-elle y aller, ne va-t-elle pas y aller? Le roman répond de manière un peu floue. Et puis bon, je ne sais pas si tout le monde n'a pas lu, mais
Voilà, et dernier rebondissement, voilà, 2 rebondissements dans la vie de la Bérénice 2015, mais guère plus, pour ne pas justement oblitérer mon objet principal, qui était cette enquête au pays de cet auteur-là. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, parce qu'en effet, ça a été mon objet principal, ça a été mon défi principal et ma difficulté majeure. J'ai beaucoup lu Bérénice de Racine avant de commencer ce roman. Je pense que je l'ai tellement lu que je m'en suis vraiment imprégnée, que le texte a infusé en moi d'une façon pas du tout contrôlée pour le coup, mais constante, profonde, voilà. Donc je pense que cette lecture, ces lectures-là, ont créé un tempo que j'ai voulu reproduire, enfin que j'ai voulu en tout cas transposer, mais seulement un tempo. C'est-à-dire qu'à aucun moment, comme vous le dites, je n'ai voulu écrire de façon 17e ou de façon pastichée ou même, je ne sais pas, produire des sortes d'Alexandrin de Mirliton, je ne sais pas quoi, enfin ce qui aurait été le pire, mais même, je n'ai même pas voulu entrer dans une forme de pastiche ou d'imitation. Mais j'ai été imprégnée, et je pense que le texte racinien a infusé dans ce que lui appelle, alors moi je ne vais pas du tout m'approprier cet éloge, mais il appelle ça la simplicité sublime, voilà, une forme de simplicité qui est en fait le résultat du travail, le résultat de beaucoup de travail, et le travail ne se voit pas. Donc moi j'ai voulu, je me suis fixé ce but-là, mais au travers, enfin, par le biais d'un tempo, voilà. Et donc en fait ce tempo, j'ai vraiment lutté jour après jour pour ne pas le perdre, parce qu'il était ténu, parce que je pouvais glisser, je pouvais déraper, je pouvais encore une fois tomber dans le pastiche, qui aurait été le plus terrible des écueils. Je pouvais tomber dans le costume et dans le brocart aussi. Je me suis forcée à ne pas faire une biographie en costume parce que ça incite à reconstituer. Et je ne voulais pas tomber dans une reconstitution ni de décor, ni de folklore, ni de couleurs locales. Et par exemple, mon roi ne s'appelle jamais que le roi et jamais Louis XIV. Et je nomme de façon très parcimonieuse aussi les personnages, justement pour être un peu en deçà de la reconstitution. Donc, mon idée à moi, c'était de tenir ce tempo-là, d'écrire d'une manière assez sèche, assez classique, alors vous dites poétique ou charnelle, parce que je pense que, en fait, ce qui a infusé aussi beaucoup, c'est la volonté de reconstituer la naissance d'une langue à partir de l'enfance. Et qui dit enfance dit, évidemment, pour un enfant de Port-Royal, beaucoup d'érudition déjà, mais aussi beaucoup de sensualité. Ce qu'on n'a pas l'habitude de dire quand il s'agit de Port-Royal, évidemment, puisque le corps est tout à fait bridé, méprisé et enfermé, enfin corseté. Or, le Racine que je mets en scène dans l'abbaye de Port-Royal, qu'il soit dehors, dedans, qu'il soit en cours de latin, en cours de grammaire ou dans l'infirmerie, est un enfant très sensuel, qui éprouve avec sa peau, qui éprouve avec ses yeux, qui éprouve avec son odorat, enfin avec tous ses sens, et qui ose des juxtapositions entre le cérébral et le sensuel qui ne sont normalement pas permises, mais il ose sans arrêt le faire. Et mon hypothèse à moi, c'est que donc mon genre Racine à moi est fait sans arrêt de sensualité et de cérébralité. Et donc, comme j'ai écrit depuis le point de vue d'un enfant, et je pense que ce point de vue ne m'a finalement jamais quitté, même quand il a 60 ans, je pense que j'écris encore du point de vue de son enfance, cela crée cette forme, j'imagine, de langue, à la fois... oui, sensuelle, sensorielle, et vous l'appelez érudite, je crois que je suis tout sauf une érudite, mais peut-être un peu cérébrale, Donc il y a ce mixte-là qui a été, je dirais, mon défi d'écriture, et dont je suis contente qu'il soit reconnu. Bérénice, votre roman incite à se laisser prendre aux illusions de la passion, ou plutôt à s'en méfier? Bah, les deux. Mais si vous vous en méfiez, c'est que vous êtes susceptible d'être pris. Donc je pense que ce serait très dommage de se priver de ce genre d'expériences qui sont des expériences inouïes et qui vous enrichissent pour toute une vie, mais qui vont évidemment avec beaucoup de... Voilà, vous y laissez quelques plumes. Sur le supermarché du chagrin d'amour, vous savez qu'en son temps, en fait, il était vraiment accusé de galanterie, c'est-à-dire qu'on le trouvait trop galant par rapport à un Corneille qui savait écrire sur le pouvoir, la guerre, l'affrontement politique. Et Racine, il écrivait surtout sur l'amour. Et donc, on disait de lui, de temps en temps, qu'il était un auteur pour dames. Oui, donc, voilà, j'ai repris un peu les gazotiers de l'époque. Je l'avais lu, oui, aussi. Et quand moi, je me permets une grossièreté pareille,
C'est pour dire qu'en fait, si vous êtes jaloux, si vous êtes en rivalité, si vous êtes triste, si vous êtes complètement accablé, si vous êtes dans l'attente, chez Racine, il y a tout en fait. Il suffit d'ouvrir et vous trouvez un verre qui épouse le contour.